Clémence, on t'attend pas. Ça sera mieux avec le micro, merci beaucoup, je recommence. Donc bonsoir, on va pouvoir commencer. Je suis très heureuse de vous accueillir ou de vous retrouver pour cette 4e et dernière conférence de la session annuelle du CERAS autour de la question gouverner en temps de crise, peut-on parler de limites en politique? Je suis Clémence Pourroy, je suis responsable du pôle doctrine sociale et formation au CERAS. Alors quelques précisions techniques. S'il est possible de couper vos micros pour le confort de l'écoute. Si on y arrive, on va diffuser en direct la conférence sur YouTube et en tout cas, elle est enregistrée pour être diffusée, donc ça sera plus confortable également pour la réécoute. Nous aurons un temps d'échange en deuxième partie de conférence. Vous pourrez poser vos questions via le fil de conversation et Martin Monti-Lalobi, mon collègue, en sélectionnera un certain nombre et ensuite, je vous donnerai la parole pour poser vos questions en direct. Donc, vous pourrez à ce moment-là rallumer votre vidéo si vous le souhaitez. Le reste du temps, on vous propose de maintenir les vidéos éteintes pour économiser de l'énergie. Voilà, alors on lance cette soirée de clôture d'un cycle de 4 conférences, un cycle qui nous a permis d'interroger ce qu'est une crise et comment la traverser, quelles ressources mobiliser. Lundi soir, Dominique Bourg nous invitait à considérer ce moment de crise que nous vivons non pas comme une crise en tant que telle, mais comme une modification de la vie à très long terme, au très long cours. Et Véronique Albanel nous appelait à trouver une ressource dans la joie pour s'engager. Et puis, on est allé puiser également dans des ressources spirituelles et théologiques, avec la conférence de mardi qui a mis en regard l'apport des sciences de l'effondrement et la pensée chrétienne autour de la fin des temps. Et enfin, hier, nous sommes atterris avec un échange assez concret, assez terrien pour le coup, autour des territoires et de la transition écologique. On avait aussi envie, et il nous semblait important, d'interroger le champ du politique en tant que tel, le champ de l'action politique, puisque c'est bien là que sont prises un certain nombre de décisions qui sont essentielles dans la vie des citoyennes et des citoyens. Hier, Antoine Gox nous le disait, les crises, et notamment la crise écologique, mais évidemment aussi cette crise sanitaire, ces crises nous imposent un certain nombre de limites dans notre déplacement, dans notre mobilité, mais aussi nécessaires limites de notre consommation, de nos désirs. On doit rentrer dans ce cadre contraint, qui est un cadre qui contraint, mais qui également peut être un espace, Antoine nous le disait, d'expression et de créativité. La question qu'on voulait dès lors soumettre à nos invités de ce soir, c'est comment, dans ce cadre, créer les conditions d'acceptabilité. Alors évidemment, le mot acceptabilité sociale, c'est un mot à la mode, mais comment rendre ce cadre acceptable et peut-être même désirable. Et tout ceci en préservant un mode de décision qui soit démocratique. Alors, c'est ces questions qu'on voulait soumettre à nos intervenants. Bonsoir Éric Piolle. Bonsoir. Éric Piolle, vous êtes maire écologiste de la ville de Grenoble depuis 2014. Pour commencer, et de manière très très rapide, pour vous, qu'est-ce qu'une limite? Une limite, c'est ce qui vient créer un rapport à notre sentiment de puissance. Et donc, la limite, c'est quelque chose qui nous rend humains. On est à la fois c'est la suite des conférences du mystère justement de l'illimité d'espace, l'illimité de temps, et notre confrontation directe, nous, à nos limites et aux limites de notre environnement. Merci beaucoup. Et ce soir, nous sommes également heureux d'accueillir Loïc Blondiot. Bonsoir. Bonsoir. Loïc Blondiot, vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vous êtes également membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, même question rapide, pour vous, c'est quoi une limite?
Alors, rapide, c'est un peu compliqué parce que pour moi, l'idée de limite, ça m'évoque plein de choses et des choses très différentes. Donc, je les pose, je me contente de les poser. Il y a d'abord l'idée de limite planétaire. Je suis sûr que Dominique Bourg a dû vous en parler, les fameuses 9 limites planétaires de Rockström que nous avons quasiment toutes dépassées. Deuxième élément, le fait qu'aujourd'hui, il faut des limites politiques à un capitalisme qui ne se reconnaît pas de limites et à une innovation technologique qui progresse sans aucun contrôle citoyen. Troisième idée, les limites à la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a la tentation aujourd'hui de limiter la démocratie pour essayer de répondre à un certain nombre de crises, mais je pense qu'on y reviendra. Et puis, quatrième idée, je pense que la démocratie, c'est par définition un régime qui se donne des limites, qui se donne ses propres limites. En théorie, il n'y a de limites au pouvoir citoyen et donc à l'autogouvernement que posé par ces mêmes citoyens. Mais il importe qu'il y ait des limites aux excès de pouvoir, c'est la séparation des pouvoirs, et puis des limites au plan individuel, des limites au plan collectif, mais aussi des limites au plan individuel. Je pense qu'un démocrate, c'est celui qui s'auto-limite, hein, c'est celui qui accepte de ne pas avoir assouvi, accompli tous ses désirs. C'est un peu ce que disait Eric, c'est celui qui se reconnaît des limites à son envie de puissance. Voilà, c'est ça pour moi les limites. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. Et alors, pour rentrer un peu plus dans les questions, Éric Piolle, la ville de Grenoble a, il me semble, institué depuis le mois de novembre une convention citoyenne sur la gestion de la pandémie, avec des citoyennes et des citoyens tirés au sort et des associations qui participent à la réflexion sur les outils et les mesures à mettre en place et les moyens de leur mise en œuvre. Et vous, en tant que maire, hein, vous avez également expérimenté la gestion de crise depuis le premier confinement, même peut-être un petit peu avant. En tant qu'élu local, comment vous définiriez le pouvoir d'agir d'un décideur politique dans un contexte démocratique en temps de crise et justement sur quelles limites ce pouvoir vient-il buter ? Oui, déjà, il faut réfléchir à finalement la méthode. Quel est l'art de gouverner ? Et c'est ça qui permettra de nous éclairer aussi sur quel est l'art de gouverner en période de crise. Et donc, cet art de gouverner, je le définirais sur peut-être un régime de l'éthique. J'ai une phrase de Paul Valadier qui m'a marqué dans un de ses livres sur la politique, justement, éthique et politique. Sur l'éthique, c'est être à la hauteur des événements qui vous font face. Et donc, ça nécessite une triple lucidité, il me semble, une lucidité sur nos histoires, notre histoire, et donc notre histoire de communauté, notre histoire nationale, les traditions, l'héritage de valeurs, une lucidité sur le moment historique que l'on vit, donc autour du Kairos, et une lucidité sur le cap à suivre. Et c'est finalement cette utilité qui nous permet de penser la méthode, de penser une forme particulière de présence à l'événement présent et qui nous permet finalement dans la période aussi bien de penser les moments calmes, mais qui nous permet aussi de penser les moments de bouleversement, et nous en sommes dans un plein mouvement de bouleversement. La deuxième chose qui m'importe, c'est de finalement la place dans cette période de changement. Et là-dessus, peut-être me référer au dernier livre de Bruno Latour. Il avait écrit l'année dernière ou il y a 2 ans Où atterrir. Il vient de sortir là Où suis-je, et ce Où suis-je, c'est finalement ce fait que plus personne ne peut être spectateur aujourd'hui. Il y a une comparaison très chouette. On dit on peut être spectateur que de la Lune, et pour le reste, en fait, on ne peut pas être spectateur. Et finalement, on a tous une empreinte à la fois individuelle et collective et communautaire, une empreinte carbone. Chacun de nos gestes laisse une trace, donc on pèse tous. Et ce nouveau réel, on en prend conscience aujourd'hui chacun. Et donc, évidemment, il y a le rapport à la limite vient aussi d'un rapport entre
moment on peut durer, non pas en regardant l'avenir comme un espace de restriction, mais durer en regardant l'avenir comme une reconnexion à l'essentiel. Et c'est ça qui nous a conduit effectivement dans toute la crise à prendre finalement un pied assez radicalement différent de celui du président de la République, puisque lui a mis de côté toutes nos structures d'habitude pour gérer la crise, le plan pandémie, Santé publique France, le Haut Conseil de santé publique, la Haute Autorité de santé, la Conférence nationale de santé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Tout ça a été mis entre parenthèses pour créer à la fois l'utilisation du Conseil de défense pour prendre des décisions et créer également ce conseil scientifique qui a été créé très, très tôt. Donc là, nous, on a fait le pari inverse, le pari au contraire de la communauté, le pari de la santé communautaire. Et c'est ça qui nous a permis. D'abord, on a lancé notre cellule de crise dès le mois de février, donc à un moment où il y avait un décalage par rapport au son envoyé par le gouvernement, puisque eux étaient dans le 49.3 des retraites, ça c'était le mois de février, et puis même début mars, le 6 mars, le président sortait au théâtre pour dire que tout allait bien, qu'on pouvait vivre normalement. Donc il y a un facteur d'anticipation et tout de suite l'implication de la communauté à travers le lancement d'un site qu'on a lancé 2 jours après le début du confinement, enfin le lendemain du confinement, qui s'appelait à l'époque Voisins-Voisines, qui s'appelle maintenant Volontaires de Grenoble, et qui permet de créer du lien, lutter contre l'isolement et partager ensemble les moyens d'agir. Et c'est finalement ce qu'on a prolongé là en lançant à la fin de l'été la convention, le comité de liaison Covid, avec ces 210 personnes tirées au sort, plus 12 secteurs d'associations, 12 secteurs thématiques, et qui viennent travailler ensemble, à la fois de façon numérique et aussi de façon physique tous les mois, parce que nous avons besoin de cette expérience-là. Et puis parce que c'est ça qui vient nourrir finalement nos actions, nos échanges, nos inventions collectives. Et c'est ça aussi qui vient rétablir une réalité qui est que cette pandémie est assez différente finalement de la peste. Dans la peste, je pense qu'on est nombreux à avoir relu La peste de Camus. Il y a une sorte de nivellement social dans la peste, où tout le monde, quelle que soit sa condition, est à égalité et se retrouve menacé en quittant son foyer, que ce soit le juge ou l'homme du rang. Alors que là, on a quand même une inégalité sociale assez forte dans cette crise écologique, de façon générale, et qui se retrouve aussi dans le Covid, puisque les comorbidités, notamment l'obésité et le diabète, sont très marquées socialement. Donc voilà un peu ce rapport finalement à l'action et à la façon dont on a approché les choses et le raisonnement derrière la création de ce comité de liaison citoyen autour du Covid. C'est que on est convaincu. J'étais tout à l'heure avec nos équipes de santé, de la santé mentale. On a déployé dans notre premier mandat un plan de santé mentale. Et là, en fait, il vit une transformation puisqu'on forme plein de gens de première ligne, y compris dans nos maisons des habitants, au premier secours psychologique, puisqu'on en est là aujourd'hui en matière de santé psychologique en France. Donc, une action qui est à la fois, je pense, solide sur l'action publique et ce que peut amener le service public, et qui est d'un autre côté extrêmement basé sur la démocratie, l'expérience commune et le partage et la créativité avec les habitantes et les habitants. Je ne sais pas si vous voulez que je le développe plus ou comment on peut avancer, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'intéresse dans ces conférences, c'est plutôt les échanges. Donc, je suis assez preneur d'interaction et de relance. Ah, on ne vous entend pas, Clémence. Oui, c'est mieux avec le micro. Merci. Oui, donc il y aura des échanges et on pourra effectivement
y revenir. Loïc Blondiau, vous travaillez depuis longtemps vous, sur la participation citoyenne et sur la manière d'associer le plus possible les citoyens et les citoyennes aux décisions qui les concernent. Comment pour vous cette exigence de participation, elle peut s'articuler avec un contexte de crise, avec un contexte d'épreuve, que ce soit sur un temps d'urgence, comme on le vit actuellement sur la crise sanitaire, ou au contraire sur un temps long, comme c'est le cas notamment avec la crise écologique? Oui, alors moi, ma position, ce n'est pas une position d'acteur, même si je m'engage dans un certain nombre d'actions auxquelles je crois, comme la Convention citoyenne. C'est une position d'observateur, de quelqu'un qui, depuis une vingtaine d'années, travaille sur les transformations de la démocratie et qui constate un peu atterré l'accélération d'un processus d'effondrement d'un modèle de démocratie et d'institutions que l'on croyait solides il y a encore quelques années. Alors, par rapport à cette question de quid de la démocratie en temps de crise, il faut partir évidemment de ce que nous avons sous les yeux, de la gestion politique de la pandémie par nos gouvernements, parce que le gouvernement français est peut-être pousse aux limites une logique que l'on retrouve dans d'autres gouvernements occidentaux. Alors, il me semble que cette gestion de la pandémie, elle est à la fois révélatrice d'une situation, elle accélère un processus et il faut se demander si elle ne préfigure pas ce que va être le gouvernement de nos sociétés dans les années qui viennent. Alors, révélatrice, qu'est-ce qu'elle a révélé? Elle a révélé une très forte concentration des pouvoirs, une domination absolue de l'exécutif sur toute autre forme de représentation. Et elle a signifié en fait que la démocratie n'était pas véritablement compatible avec un moment de crise qui fait prévaloir l'urgence sur la délibération et on a assisté à une centralisation extrême du pouvoir de décider pendant cette période. Ce processus, il est accélérateur parce que cette tendance à la négation des corps intermédiaires, au contournement de toutes les formes de représentation traditionnelles. Là, en l'occurrence, ce sont non seulement les instances de démocratie sanitaire, mais aussi toutes les instances de représentation classiques qui ont été contournées et un mouvement aussi d'opacification de l'exercice du pouvoir politique, parce que c'est un pouvoir qui ne se sent pas obligé de rendre des comptes. C'est le règne de la raison d'État, en fait. On nous annonce de manière solennelle qu'une décision a été prise. Connaître les motifs, les raisons et le processus qui a mené à cette décision ne nous est pas autorisé en tant que citoyens. Et pour moi, c'est une incroyable régression démocratique. Et l'enjeu aussi de la période actuelle, c'est celui qui consiste à se demander si ça ne préfigure pas une forme d'état d'urgence permanent, comme on l'a vu avec la crise terroriste, où on a vu que l'état d'urgence s'est progressivement inscrit dans le droit comme une nouvelle normalité politique au détriment d'un certain nombre de libertés. La crise sanitaire ne fait que perpétuer cet état d'urgence permanent. Et si on réfléchit d'un certain point de vue aux crises qui nous attendent, et dont la moindre n'est pas la crise environnementale et aux effets, et j'y reviendrai, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'installation subreptice d'une forme de régime qui n'est plus tout à fait la démocratie, qui n'est pas encore un régime autoritaire, qui est une forme d'entre-deux, dans laquelle seraient suspendus quand même un certain nombre de nos libertés. On voit que nos espaces de liberté régressent, que les dispositifs de répression et de surveillance des États, eux, progressent, et il faut s'interroger là-dessus.
Et je voudrais poser une question qui est, certains peuvent être tentés au nom de l'urgence parce qu'ils ont peur. Hein. Alors, on a aujourd'hui une demande d'autorité qui est très, très forte. Cette demande d'autorité, elle vient de ceux qui ont peur de la dégradation à la fois de leur situation et de leur environnement, hein, et qui en appellent à des hommes forts, à des leaders autoritaires qui pourraient, d'un certain point de vue, retrouver une capacité politique à représenter les citoyens et à trouver des solutions. Il y a cette tentation autoritaire, mais il y a aussi du côté de ceux qui sont de plus en plus sensibles à l'urgence écologique, la petite musique qui consiste à dire oui, la démocratie, elle prend beaucoup de temps, oui, l'urgence nous oblige aujourd'hui à envisager l'imposition de limites, hein, à un certain nombre de libertés et comment dire, une forme de planification démocratique et autoritaire plus que démocratique qui serait pilotée par des experts. Et ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est qu'on ne sauvera notre planète, notre humanité, qu'à condition de sauvegarder la démocratie, mais de la transformer en même temps. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas sauver la planète et notre humanité avec la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Dominique Bourg, d'autres, ont maintes fois rappelé la myopie de nos régimes politiques qui sont incapables d'avoir une visée de long terme, de penser aux conséquences futures de décisions ou de non-décisions actuelles. On voit à quel point nos gouvernants sont en osmose avec un certain nombre de porteurs d'intérêts financiers, économiques, immédiats et finalement, et sous l'influence de groupes d'intérêts qui empêchent que des mesures radicales soient prises. Donc, ça n'est pas avec cette démocratie-là, ça n'est pas non plus avec un despotisme bienveillant ou une tyrannie bienveillante que nous gérerons quoi que ce soit. Dans l'histoire, nous n'avons jamais vu de caste ou d'experts qui aient jamais trouvé des solutions d'intérêt général. Ça n'existe pas. Amartya Sen a tout à fait montré que les démocraties sont performantes sur tout un ensemble d'indicateurs et que les régimes autoritaires qui soient fondés sur l'expertise ou sur tout autre principe n'ont jamais vraiment réussi à faire le bien du plus grand nombre. Et donc, pour moi, il est urgent de résister, c'est-à-dire de faire en sorte que ce qui nous reste de démocratie ne soit pas remis en cause par des politiciens cyniques. Hein, le cynisme des élites politiques, le cynisme des élites dirigeantes, même s'ils n'utilisent pas ce terme, c'est un peu ce à quoi Latour fait référence en disant qu'on a aujourd'hui un certain nombre de dirigeants hors sol qui, pour poursuivre finalement leur conquête de richesse et de pouvoir, sont prêts à se débarrasser de la démocratie, hein, sont prêts à faire sécession en quelque sorte. Donc il faut résister, il faut défendre la démocratie partout où elle survit encore. Il faut réformer. Je suis convaincu que d'autres règles du jeu produiront des décisions plus légitimes. Je pense à nos modes de scrutin qui sont complètement absurdes. Le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours est une absurdité, est une calamité. Qu'un parti qui fasse 14% des voix au premier tour, comme La République En Marche, emporte 350 députés, c'est aberrant. La base de légitimité que confère ce mode de scrutin n'est pas suffisante aujourd'hui. Il faut aussi s'attaquer au financement, etc., etc. Troisième et avant-dernière piste qui me paraît importante, il faut réinventer. Il faut imaginer de nouvelles institutions qui soient fondées sur l'inclusion des citoyens et surtout sur la délibération. Et c'est pour ça que je crois beaucoup aux assemblées citoyennes du type convention citoyenne, parce que c'est la condition pour produire des décisions sans doute plus légitimes
est sans doute plus conforme à ce que d'aucuns pourraient considérer comme étant l'intérêt général. Et on pourra revenir peut-être ensuite sur la Convention citoyenne. Il me semble qu'elle a produit quelque chose qui ressemble à ce que pourrait être une décision d'intérêt général et sans doute beaucoup mieux que n'aurait pu le faire une assemblée élue compte tenu de toutes les contraintes que l'on a dites auparavant. Et puis dernier point, il faut non seulement réformer, réinventer, mais revitaliser. C'est-à-dire qu'il faut que le plus grand nombre d'entre nous s'engage partout où c'est possible et surtout reprennent en quelque sorte les attitudes. Alors évidemment, c'est une sorte de vœu pieux, hein, mais il me semble qu'il va falloir que nous redevenions ou devenions des démocrates. Cessons de considérer que la condition humaine repose d'abord sur la consommation, l'enrichissement, la recherche de bien-être et sur le travail exclusivement, mais tout ça, ça passe par l'éducation et pour moi, c'est la clé de tout. Hein, mais évidemment, il sera très difficile de changer la manière dont nous éduquons, justement, nous ne formons pas des citoyens. Voilà. Donc, je m'arrête là, mais finalement, tout n'est pas perdu, mais il est temps de se préoccuper de nos institutions démocratiques parce qu'elles pourraient s'effondrer. Faute de légitimité et faute d'efficacité avant même que nos écosystèmes s'effondrent. Merci beaucoup et vous avez déjà esquissé quelques pistes par rapport à la question qui vient, mais question plutôt peut-être pour Éric Piolle par rapport y compris à ce que Loïc Blondiau pointait comme piste. Enfin voilà, l'éducation, on a bien aussi en tête que ce nouveau monde écologique, il convoque un nouveau récit, mais en tant qu'homme politique, comment on construit un projet politique qui donne envie et qui permettent aussi d'accepter un certain nombre de limites, on en a parlé, enfin, encore une fois, hein, les limites telles qu'elles s'imposent à nous aujourd'hui, c'est-à-dire typiquement les limites de déplacement, mais aussi celles qu'on ne veut pas voir habituellement, notamment les limites des désirs, les limites du possible technologique. Je pense évidemment à la question de la 5G sur laquelle vous êtes particulièrement engagé. Donc, comment, avec ces éléments, on fait un projet politique pour engager vraiment une transition écologique? D'abord, effectivement, on est dans notre rapport à la puissance, en fait. Et tout l'enjeu qui est du temps présent et du temps à venir est de se dire comment maîtriser notre puissance pour être plus humain. Donc, il y a là une façon de s'écarter, finalement, de s'écarter assez radicalement de la célèbre phrase de Descartes dans le discours de la méthode au XVIIe, hein, c'est maître et possesseur de la nature, mais qui finalement pouvait être aussi comprise dans toute une doctrine telle qu'elle était portée par l'Église autour de « croissez, multipliez-vous », etc., et du rapport à la Terre, un rapport qui pouvait être interprété comme un rapport de domination et qui d'ailleurs est en train d'être réinterprété, et notamment évidemment depuis Laudato Si. Donc il y a là un rapport à la nature, à notre environnement, et à notre anthropocentrisme qui est majeur. C'est que pour durer, finalement, il faut sortir de notre anthropocentrisme. Et donc là-dedans, le rôle du leader politique, en tout cas celui que je m'assigne, ça va être 4 grandes dimensions. La première, c'est de se dire comment finalement conjuguer nos imaginaires, qui restent d'une immense diversité, comment conjuguer nos imaginaires pour en faire une mythologie commune positive. C'est-à-dire que la dimension positive de l'avenir est importante. Il faut avoir la lucidité, évidemment, de la situation actuelle qui est, si on prend toutes les trajectoires produites par les scientifiques, assez dramatique, mais tout en conservant en tête que ce qui meut l'action, beaucoup plus que la peur ou le danger qui peut être un vecteur d'action, mais d'action reptilienne, ce qui va nous mettre en mouvement, c'est finalement la recherche de sens. Hein. Et donc, c'est comment re-questionner ce sens. Et donc, il y a un travail là qui est un travail éminemment politique, de se dire comment on conjugue ces imaginaires pour en faire une mythologie positive et collective. La deuxième dimension, c'est qu'on sait
il y a finalement un cap qui se dessine. Hein. Il faut avoir dans cette triple lucidité, c'est la lucidité du cap. Et donc, le leader politique, il est là pour dire voilà, l'avenir est incertain, et c'est pour ça qu'évidemment la question démocratique est fondamentale. On ne peut pas suspendre la démocratie, et là, notre démocratie a été suspendue de façon majeure. Les élections ont été suspendues, hein. Donc on s'est retrouvé au printemps dernier avec le peuple confiné et les élus. On a dit, ça y est, vous ne jouez plus là. D'ailleurs, on ne sait même pas quand aura lieu le deuxième tour des élections, donc vous n'existez plus. Et on se retrouve dans la même logique cette année, puisqu'on ne sait toujours pas s'il y aura des élections départementales ou régionales, et qu'à force d'avoir reculé les élections, évidemment, ce qu'on a tous en tête, c'est que se passera-t-il pour les élections présidentielles l'année prochaine. Donc, il y a ce peuple confiné et ces élections suspendues, là où, au contraire, donc il y a cette conjugaison d'imaginaire, et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur la transformation et la transformation communautaire, tout en fixant le cap. Donc il y a un deuxième rôle qui est de cadrer et recadrer, parce qu'on sait sur ces jalons, sur ce chemin qui est dans le brouillard, on sait qu'il y a une trajectoire sur l'énergie, qu'il y a une trajectoire sur la mobilité, une trajectoire sur le logement. Donc il y a quelques gros pavés sur l'alimentation et retrouver à la fois de la souveraineté alimentaire, mais aussi du sens et de la proximité alimentaire. Donc bref, il y a quelques pavés là, et donc nous on doit tenir en disant, là, il y a des points de passage obligés qu'on connaît, et avoir le courage de porter ces points de passage obligés. Et puis, troisième élément, c'est comment créer, c'était un peu le but à la fois de la Convention citoyenne climat et le but de notre Convention Covid et de nos actions démocratiques de démocratie locale à Grenoble, c'est comment créer des espaces de confiance sécurisés, c'est-à-dire que comment pouvoir avoir des espaces où on retrouve de la capacité d'agir et de la capacité d'échanger, et donc de se co-former en étant en confiance. Et ça, c'est majeur, parce que devant nous, dans la conduite du changement, il nous faut nous entraîner à l'action et sortir d'une logique qui est une logique de cancre, la logique qu'on a adoptée ces dernières années, c'est-à-dire qu'on fait des plans de 2050 super agressifs pour que la trajectoire s'abonne, on fait éventuellement des plans à 2040 et 2030, mais on ne commence pas le travail. Donc, comme si un étudiant préparant ses examens de fin d'année faisait son plan en début d'année, et puis tous les mois, il refait son plan, mais il n'a toujours pas commencé à bosser, mais il refait sa planification en disant, tiens, il faut que la pente monte pour que ça passe toujours, mais finalement, il suffit de monter la pente dans le schéma. Et donc, moi, je suis convaincu que, en fait, c'est par l'action qu'on retrouve de l'espoir, et donc qu'on retrouve de la capacité d'entraînement et de la capacité de confiance collective. Et donc, c'est le pari qu'on avait fait à Grenoble, c'est changer tout partout, en prenant évidemment le risque d'avoir un arc de résistance au changement très hétéroclite, mais très réel, mais en disant que si on passe cette barre, alors on retrouve de la confiance collective qui va se jouer un peu partout, et qui nous entraîne dans cette, puisque maintenant la prise de conscience est là, qui nous entraîne vers du désir collectif de changer et du plaisir collectif à changer. Et le but pour moi est de dire comment, dans notre conduite du changement, par les ruptures qu'on peut poser, mais aussi les changements qui sont juste en tension avec la société telle qu'elle est aujourd'hui, ou les changements qui sont finalement maintenant voiture-balai, parce que assez consensuels, on a 3 types de changements qu'on met en œuvre, comment on va développer cette trajectoire et cette force collective pour avancer. Et puis, dernier élément, qui fait écho peut-être aussi au cynisme des élus dont parlait Loïc tout à l'heure, c'est qu'il faut que en tant que leaders politiques, nos façons de vivre ne soient pas en déconnexion totale, essayer de minimiser la contradiction entre nos façons de vivre et ce qu'on porte. Et ça, on voit qu'il y a un écho très fort. C'est-à-dire que, pour donner des exemples très concrets, le fait que nous ayons à Grenoble abandonné les voitures avec fonction, et que les élus, le maire notamment, ne se promènent plus avec quelqu'un qui lui tient sa serviette, quelqu'un qui lui tient sa sacoche, change finalement le rapport. Ou tout bêtement, je m'étais fait brancher pendant la première année, je me suis fait pourrir parce que je n'avais pas de cravate, c'était une atteinte à la fonction, et moi je disais juste, le but est de casser le mur entre les élus et les citoyens, et de voir comment chacun peut s'engager. Et comme je me suis engagé moi il y a 10 ans, donc plutôt sur le tard dans mon parcours, et que d'autres puissent s'engager. Et pour ça, il faut qu'il y ait une force d'identification, et qu'ils disent que voilà, c'est juste des humains, et qu'on peut changer de rôle, et donc faire tourner cette démocratie, faire vivre cette démocratie.
Et c'est ce qu'on a mis en œuvre là, y compris à l'échelle municipale, puisqu'on a renouvelé de 50% tout rond les élus. Donc, on a été chercher d'autres gens en tapant sur l'épaule, en disant bah, tu n'as peut-être pas prévu de faire ça, mais en fait, la communauté a besoin de toi, donc engage-toi. Et engage-toi en disant qu'il y a une porte de sortie, puisque preuve est faite, il y en a la moitié qui sont sortis. Ce n'est pas la même chose en termes d'engagement que de dire engage-toi, et puis tu verras bien quand est-ce que le modèle te recrachera plus ou moins brisé. Hein, donc, il y a là, autour de ces 4 fonctions de leader, au-delà des fondamentaux politiques, je crois qu'ils ne sont pas forcément l'objet de cette conférence, hein, il y a là une façon, j'espère, de gouverner qui permet de cultiver cette force d'entraînement et donc de retrouver l'espoir par l'action. Merci beaucoup. Et vous, Loïc Blondiau, vous avez une autre expérience qui est celle de la Convention citoyenne pour le climat, dont sont sorties des propositions très engagées. Et en fait, on voit que quand on laisse effectivement des citoyens éclairés, informés dans un processus qui prend le temps, mais pas non plus extrêmement long, des propositions très fortes, très engagées sortent. Et elles sont évidemment pas reprises à leur juste mesure dans le projet de loi climat et résilience qui va être étudié dans les semaines à venir par l'Assemblée nationale. Mais du coup, de cette expérience, quelles sont pour vous les conditions d'une acceptation sociale des contraintes que peut demander une transition écologique forte et rapide? Oui, alors, bon, y a plus, on revient à la première de vos questions, qui était la question des limites. Lorsque on infantilise les citoyens, lorsqu'on leur impose d'autorité des mesures, ben, les citoyens, ils se révoltent. Là, on l'a vu sur la taxe carbone et les gilets jaunes, il y a eu effectivement une mobilisation très forte autour d'une politique qui pouvait apparaître, hein, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, comme à la hauteur, hein, la taxe carbone, mais l'ignorance totale des conditions d'acceptation et le refus d'aménager cette mesure a fait que des gens se sont mobilisés. Et de cette mobilisation, très paradoxalement, est née la Convention citoyenne pour le climat. Alors ce dispositif, il est né finalement du mouvement des Gilets jaunes, de l'expression d'une demande de démocratie qui était plus une demande de démocratie directe, hein, le fameux RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne. Et en fait, la Convention citoyenne, c'est donc une réponse du pouvoir à une demande de démocratie qui venait des Gilets jaunes, mais qui venait aussi des mouvements de jeunes sur le climat. Un mouvement comme Extinction Rébellion défend l'idée, par exemple, de création d'assemblées citoyennes. Alors, ce qui m'apparaît avec cette expérience, donc moi j'étais là depuis le départ en tant que membre du comité de gouvernance, j'avais fait partie du collectif qui avait lancé cette idée dans le contexte français en janvier 2019, les Gilets citoyens, et cette idée, elle a fini par être reprise par Emmanuel Macron. Ce que j'en retiens, c'est d'abord ce qu'a dit Éric Piolle, c'est-à-dire dans un monde où la délibération est de moins en moins possible, compte tenu de la polarisation des opinions, quand vous commencez à considérer votre adversaire comme un ennemi et que vous ne le reconnaissez plus comme tel, ce que l'on observe, hein, aux États-Unis de manière très paroxystique, mais aussi sur les réseaux sociaux, voire même sur les plateaux télévisés ici en France. Hein, je pense que les chaînes d'information continue contribuent à la caricature, à cette caricature de débat démocratique et à cette hystérisation du débat politique. Lorsque aussi, et pour moi, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, lorsqu'on ne débat plus à partir de faits acceptés,
alors pas toujours avérée, mais assez largement acceptée, mais que l'on débat sur la vérité des faits, hein, et qu'on est obligé de défendre un idéal d'objectivité et de vérité contre des discours qui contestent cette définition objective. Alors bon, il faut toujours se méfier en politique, il n'y a pas de fait absolument et toujours incontestable. Mais bon, sur le climat, il y en a pas mal, et puis sur un certain nombre de réalités, il y en a pas mal. Sur l'élection présidentielle américaine, il y en avait. Là, la délibération devient strictement impossible. Or, la Convention citoyenne et ce modèle de démocratie délibérative que j'appelle de mes voeux crée effectivement cet espace de délibération inclusif. Le tirage au sort apporte ce changement fondamental qu'il permet à tous les groupes sociaux, à des citoyens appartenant à tous les groupes sociaux, à toutes les expériences présentes dans la société, tous les intérêts, d'être représentés, j'allais dire, pour une fois, dans le processus de décision qui est aujourd'hui biaisé, hein, de multiples façons. Biaisé parce que nos représentants en général ne sont pas représentatifs sociologiquement de la population et ne sont pas forcément en phase avec la situation réelle des citoyens, et biaisé aussi parce que l'évolution au cours de ces dernières années de nos gouvernements est allée dans le sens d'une prise en compte prioritaire des intérêts des catégories déjà les plus riches de la population. Alors, on a tout un ensemble de données qui nous démontrent cela. En fait, nos gouvernements sont proches et en osmose, je parle des gouvernements nationaux, hein, d'intérêts qui sont très minoritaires dans la population. Et pour moi, c'est un problème pour l'avenir même de la représentation politique. La représentation politique suppose que tout le monde puisse à minima se sentir représenté dans le processus de décision et dans le débat politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qui suscite cette défiance et cette violence. Hein, parce que ne sous-estimons pas le degré de violence aujourd'hui qui est suscité par le fonctionnement ordinaire de nos institutions représentatives. Alors la Convention citoyenne, elle a démontré une seconde chose, toujours à propos de cette acceptabilité sociale. L'un des prétextes qui était utilisé par les pouvoirs pour rester les cancres dont parlait Éric Piolle, à savoir pour ne pas prendre les mesures qui seraient exigées par les objectifs qu'eux-mêmes se donnent. C'est ça le paradoxe qui vient d'être soulevé par le tribunal administratif de Paris, par le Conseil d'État quelques semaines plus tôt, c'est que en fait, ce gouvernement ne se donne pas les moyens minimaux d'atteindre les objectifs de décarbonation, en particulier de nos économies, qui seraient exigés. Et bien, ce qu'on a montré, l'un des prétextes qu'utilisent les gouvernements, c'est de dire que les citoyens ne sont pas prêts. Que les citoyens, finalement, ne sont pas aussi convaincus de l'importance de ces enjeux et ne voudront pas changer leurs habitudes, sauf à la marge. Ce qu'ont montré les citoyens, les 150 citoyens de la Convention, c'est tout le contraire. C'est que quand vous n'infantilisez pas les citoyens, quand vous les responsabilisez, quand vous leur donnez une information complète, contradictoire sur l'état objectif de la situation. Et par exemple, l'exposé de Valérie Masson-Delmotte au tout début de la Convention, le premier week-end de délibération, cet exposé, elle est climatologue, a été perçu comme un ébranlement par une grande majorité de ses citoyens qui n'étaient pas du tout pour la plupart spécialistes de ces questions, ni même véritablement sensibilisés à la question climatique. Et donc ça, c'est important, cette question de l'information. Il faut construire les bases d'une information objective. Alors, effectivement, il faut se méfier de ces mots, mais d'une information qui puisse, d'un certain point de vue, soutenir la construction du jugement citoyen. Quand on leur donne le temps,
quand on leur donne les moyens, parce que en fait, on a fait en sorte que ces citoyens puissent se libérer de leurs tâches ordinaires. En l'occurrence, ça a duré 9 mois. Quand on leur redonne confiance, à la fois dans un dispositif politique, mais aussi en eux-mêmes, parce que ça a été une clé aussi. S'il y a de très nombreux citoyens qui ne participent pas, c'est parce qu'ils croient, un, que ça ne changera rien, deux, qu'ils ne seront pas capables. Parce qu'à l'école, là encore, on leur a appris qu'ils n'avaient pas voix au chapitre parce qu'ils n'étaient pas, par définition, capables. Hein. Donc, toujours dans cette situation d'infantilisation. Hein, bon. Quand vous créez ces conditions-là, quand vous vous mettez beaucoup d'attention à l'animation de la discussion, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de violence dans les échanges, vous faites en sorte que des leaders d'opinion n'emportent pas le morceau, à ce moment-là, ce que vous produisez, me semble-t-il, c'est de la décision politique qui, à mon avis, correspond à ce que aujourd'hui les citoyens peuvent considérer comme une décision politique légitime. Et je regrette de ce point de vue-là que les 150 citoyens n'aient pas osé aller au référendum. Ça aurait été pour moi décisif que les autres citoyens se prononcent et que peut-être il y a un vrai tournant politique en matière de lutte contre le changement climatique. Ça n'a pas été le cas. Bon, voilà. Donc, pour vous dire que je ressors comment dire, pas rassuré, parce que je savais que les citoyens étaient à la hauteur quand on créait la possibilité même qu'ils puissent exercer leur rôle de citoyen. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on systématise, qu'on institutionnalise à l'échelle locale, et c'est une bonne nouvelle, à l'échelle nationale, voire même à l'échelle internationale, ce type de dispositif. Rien n'interdirait de penser une assemblée citoyenne sur le climat à l'échelle mondiale. Ce serait extraordinairement compliqué, bien évidemment, mais avec quelques collègues, on est en train d'y réfléchir. Et bon, voilà. Et après, bon, maintenant, les questions que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et effectivement, elles sont nombreuses et fournies. Donc, on va se laisser jusqu'à 19h30 pour les questions. On est en train de les orienter, enfin de les sélectionner en fonction aussi du lien avec ce que vous venez de dire. Donc voilà, ça peut générer quelques frustrations. J'en suis désolée par avance. Peut-être on va commencer avec la question d'Olivier Ortega. Olivier, si vous voulez allumer votre vidéo et votre micro. Bonsoir, merci de me donner la parole. Donc moi, j'ai trouvé très intéressant, évidemment, ce qui a été dit sur cette manière de produire de la démocratie. Personnellement, comme avocat, je suis convaincu depuis longtemps, pour avoir vu des jurés d'assises, que lorsqu'on laisse à des citoyens une information contradictoire et pleine, ils savent décider. Et en l'occurrence, ils décident de choses qui sont extrêmement graves et extrêmement engageantes. Et donc, moi, je n'ai pas de doute sur le sérieux des citoyens. Mais une fois qu'on a dit ça, et qu'on a fait ce travail, comment est-ce qu'on passe, c'était le sens de ma question, de cette délibération démocratique à la décision politique pour éviter deux écueils. Le premier écueil, c'est la délibération permanente. On discute, et puis au final, il n'y a pas grand-chose qui sort de ça. Ou bien, de l'autre côté du spectre, la déception démocratique, parce qu'au final, le pouvoir politique qui est investi juridiquement de la capacité à prendre de la décision fait son marché dans les propositions, retient ce qui lui plaît, édulcore ce qui lui plaît moins et rejette ce qui ne lui plaît pas du tout. Et au final, on aggrave la situation de désamour de la politique. Donc, est-ce que vous avez déjà réfléchi à des mécanismes concrets et opérationnels pour passer à la décision et éviter ces deux écueils? Merci par avance. Question peut-être pour Loïc Blondiot, et puis Eric Piolle pourra réagir par la suite. Ce n'est pas du tout une question facile, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, quoi qu'il arrive, nous restons dans la logique de la démocratie représentative qui veut que l'élection, quels que soient ses défauts, quelles que soient ses limites, quelle que soit la difficulté
qu'aujourd'hui, elle rencontre ces élections pour légitimer les élus, donne aux élus justement ce dernier mot, hein, le pouvoir de décider, avec ce risque effectivement de frustration. Bon. Pour moi, un idéal démocratique, alors évidemment qui ne peut pas être repris sur tout les décisions, mais un idéal démocratique de décision sur des décisions importantes consisterait à articuler des formes de démocratie délibérative du type assemblée citoyenne sur le référendum. Je fais partie, alors on peut ouvrir un débat, je sais que le référendum est très critiqué, controversé en France, suscite beaucoup de défiance, mais il me semble que cette articulation entre des propositions qui viendraient des citoyens et le référendum, ou alors articulation entre une initiative citoyenne avec Terra Nova. Nous avions produit un rapport sur une possibilité de RIC, de référendum d'initiative citoyenne délibératif, et avec un moment dans la campagne électorale de délibération qui permettrait de cristalliser la discussion et d'informer les électeurs, ça me paraîtrait être une excellente chose. Donc, ça, c'est ma réponse à cette question de la frustration, de la déception. Bon, la démocratie, c'est un exercice c'est l'exercice de la déception permanente aussi. Hein. C'est-à-dire que nous-mêmes, avec la Convention citoyenne, nous, organisateurs, nous savions que la promesse du sans filtre devait s'entendre à minima, hein, et qu'il ne pourrait pas y avoir de traduction directe des propositions dans la législation, mais nous avons quand même été déçus et par à la fois le processus d'appauvrissement du contenu de ces propositions qui fait que dans le projet de loi là, qui va être déposé au Parlement, ne reste que des mesures qui n'ont pas véritablement d'impact. Donc nous avons été quand même déçus. Ce qui ne signifie pas qu'il faille renoncer à introduire, me semble-t-il, ce type d'institution qui aurait un pouvoir d'initiative ou un pouvoir de veto constructif sur le travail des autres assemblées. Ça existe en Belgique, ils sont en train de l'expérimenter à une échelle régionale. Ça me paraît, et des assemblées qui seraient donc tirées au sort, ça me paraît être une voie. Deuxième élément, la délibération permanente, non, en fait, il faut qu'il y ait une perspective de décision. On ne mobilise pas les citoyens pour discuter sans perspective d'action à la fin. Donc, il faut qu'il y ait un lien avec la décision, c'est une clé, hein, et on a vu trop d'exercices de démocratie participative qui étaient comment dire, des machines à moudre du rien, hein, parce que effectivement il n'y avait pas de lien avec la décision. Ça me paraît être contradictoire avec l'idéal que j'essaye de développer, et là ça produit vraiment de la frustration. Vous avez raison. Alors, et c'est pour ça que la démocratie délibérative ne suffira pas. C'est pour ça que des changements dans la démocratie représentative sont nécessaires. C'est pour ça aussi que l'engagement à l'échelle locale des citoyens, que cette forme de relocalisation de la démocratie à laquelle on assiste au travers du mouvement municipaliste, etc., me paraît être aussi une bonne chose. Mais vous avez tout à fait raison, hein, il restera toujours ce hiatus entre la participation, la délibération citoyenne et la représentation qui me semble insurmontable à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Éric Piolle. Peut-être vous voulez réagir? Peut-être prolonger un petit peu, oui, pour dire que d'abord la démocratie représentative, bon, je partage le fait que la démocratie, est-ce que c'est l'exercice de la déception ou en tout cas de la frustration, mais pour moi qui me suis engagé en politique, de fait, c'est l'exercice de la frustration parce qu'on fait le dixième de ce qu'on souhaiterait faire, toujours, mais la démocratie représentative a de ça d'intéressant quand même qu'elle permet le contrôle, hein, et donc ce rapport, cette dissociation qui permet le contrôle est intéressant. Dans la démocratie directe, par définition, il n'y a pas de contrôle puisque pouf, c'est monobloc.
Et donc ça, je pense qu'il faut garder en tête ce côté intéressant. Moi, je suis assez partisan également des référendums. On avait d'ailleurs lancé une votation citoyenne à Grenoble. On s'est fait attaquer par les gouvernements de Valls et de Macron successivement, qui ont gagné parce qu'on donnait le droit de vote aux mineurs de plus de 16 ans, on donnait le droit de vote à l'ensemble des résidents, y compris ceux qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales, et puis qu'on annonçait qu'on se soumettrait à la décision de ces référendums. Et donc ça, c'était 3 atteintes qui étaient forcément impossible à accepter pour l'État, ce qui est assez marrant parce qu'on fait la même chose sur les budgets participatifs, droit de vote des mineurs à partir de 16 ans, droit de vote de tout le monde, et on se soumet de fait aux voix, aux choix qui sont faits par les citoyens, et là, on n'a pas été attaqué. Donc, ça veut dire que les choses, quand même, progressent. Il faut trouver les endroits où on peut faire bouger la loi. Ce qui est intéressant dans la logique de référendum, c'est que ça permet de trancher. On peut partir du principe que les citoyens, finalement, aujourd'hui, sont peut-être plus mûrs que les élus, parce que les élus, pour une grande part, appartiennent à l'élite dominante, et que cette élite dominante, elle a tendance à faire sécession. C'était le bouquin de Bruno Latour il y a 2 ans sur Où atterrir. Et donc, il y a cette sécession. Et donc, de fait, on peut penser que la population est beaucoup plus mûre que cela. Et elle perçoit en plus de façon beaucoup plus concrète l'avenir correct, ou pour soi ou pour ses enfants. Ce qui est intéressant dans le référendum, c'est que ça permet de trancher des clivages qui sont internes, finalement, à chacun également. C'est ce que dit le philosophe Pierre Charbonnier, c'est que l'écologie est clivante. C'est clivant à la fois, évidemment, au sein de la société, mais c'est clivant à la fois au sein de nous-mêmes, parce que nous sommes à la fois pris dans cette société de consommation, de pulsion, d'accumulation et de fuite en avant, et également en recherche d'essentiel, d'humanité, et ce Covid a révélé encore plus notre besoin de contact humain, notre besoin de lien, notre besoin de nature, bref, des choses tout à fait hors du champ qui est cultivé d'habitude dans cette espèce de rouleau compresseur néolibéral qui nous écrase petit à petit. Donc le référendum a cela d'intéressant qu'il permet finalement de trancher ces contradictions internes, notamment si, évidemment, il ne faut pas qu'il soit résumé à une seule question. Ce qui est intéressant, c'est un référendum un peu à la Suisse. Et c'est pour ça que les propositions de la Convention citoyenne climat pouvaient être très intéressantes, c'est qu'on peut donner sur plein de questions, finalement, voilà, qu'est-ce qu'on choisit. Et c'est des choses qui se pratiquent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu même un bulletin de vote, que ce soit en Suisse ou aux États-Unis, mais c'est frappant de voir qu'en fait, ils choisissent sur plein de trucs. Choses qui sont plus ou moins pertinentes, qui découlent de la loi, mais n'empêche qu'ils choisissent sur plein de choses. Et on a vu d'ailleurs que l'évolution sur un tout autre sujet de la législation sur le cannabis aux États-Unis, qui est maintenant légalisé pour 20% des Américains, s'est faite généralement par référendum. Donc l'outil du référendum me semble intéressant, et la connexion avec des objets comme la Convention citoyenne climat, la conjonction des deux me semble assez intéressante. L'autre dimension qui me semble intéressante, mais on vit là un mouvement à contre-courant, c'est la décentralisation. C'est finalement constater que notre société est une société de plus en plus d'acteurs réseaux, et que donc c'est là où se produit l'action qu'on est capable de mettre de côté, ou en tout cas de ne pas être prisonnier de ces histoires culturelles ou de ces histoires idéologiques, parce que dans l'action, on se rejoint. Et je donne souvent l'exemple de l'arrêt de la publicité à Grenoble, parce que l'arrêt de la publicité à Grenoble, d'abord, a rouvert un imaginaire de la décision politique, parce que les gens, au début, nous disaient « mais vous avez le droit de supprimer la publicité dans l'espace public ?» Je dis, bah, oui, en fait, on a le droit. Et donc, il y avait une espèce de surprise du fait que le pouvoir politique avait le pouvoir, n'était pas soumis au modèle économique, mais il avait le pouvoir de faire cela. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que si on avait dû se mettre d'accord, donc avec une approche idéologique, sur les raisons pour lesquelles il fallait supprimer.
Il y a des petites auxquelles coupures. on supprime, appartiennent à des imaginaires très différents. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de conjugués imaginaires, c'est qu'on a retrouvé des grands-mères qui amènent leurs enfants, leurs petits-enfants à l'école et qui sont choqués de passer devant des kyrielles de pub, parce que la pub en ville, c'est quand même essentiellement des voitures, de la lingerie, de l'alcool, bon, généralement un mélange des trois. Et donc, il y avait une dimension presque conservatrice là-dedans, jusqu'aux altermondialistes qui est ça comme une victoire sur le libéralisme, les environnementalistes qui disaient bah, tiens, on va pouvoir planter des arbres, retrouver une beauté de l'espace public, les commerçants de proximité, parce que ce n'est pas eux qui font de la pub, évidemment, sur ces panneaux. Donc, bref, on avait toute une constellation de raisons. Et on n'aurait pas pu avoir, en ayant une entrée idéologique, on n'aurait pas pu arriver à la décision parce qu'on se serait frité sur pourquoi faut-il supprimer la pub. Alors qu'en agissant, là, tout d'un coup, on vient conjuguer tous ces imaginaires. Donc, je pense que la décentralisation, pour moi, est un vecteur fort de l'action parce que ça permet de dépasser ça. Et on vit, à l'inverse, un mouvement complètement à contre-courant qui a démarré sous Manuel Valls, mais qui s'est accentué puissance 10 depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, de recentralisation. Et finalement, ce qu'on vit là dans le Covid, où on attend la voix du chef qui a envoyé quelques teasers tout au long de la semaine pour nous dire que oulala, 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 nous attendons la parole sacrée, et puis la parole sacrée vient. Et moi, j'expérimente ça de façon très concrète. C'est-à-dire que j'ai des réunions avec... j'ai eu notamment 2 réunions avec le Premier ministre sur le Covid, en tout petit cercle. Et en sortant de ces réunions très générales, j'avais les médias qui m'appelaient pour me dire bah, tiens, la décision qui est prise pour ce soir à Grenoble, c'est ça, et donc qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez été mis au courant et tout? Je dis bah, non, je n'ai pas été mis au courant, et pourtant je sors d'une heure sur le sujet avec le Premier ministre. Donc on est vraiment suspendu à cette parole. C'est ce que même me disait un dignitaire de l'État que je ne citerai pas, mais qui me disait je peux avoir des informations. Je leur demandais s'ils avaient une information avant nous. Il dit bah, ça dépend si j'ai regardé la télé 5 minutes avant vous. C'était ça la réponse. Et donc ce mouvement de recentralisation en fait va à l'inverse de ce qui permet la puissance du changement aujourd'hui. De déconcentration qui permet aujourd'hui de prendre de la vitesse et de l'entraînement et donc de la confiance. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui se demandent et qui n'ont pas regardé l'intervention du Premier ministre, il n'a rien annoncé. Donc, nous pouvons continuer cette conférence tranquillement. Alors, comme il y a beaucoup de questions, on va en prendre 3 à la suite. Claire Barbet, peut-être Claire, vous aviez 2 questions un peu différentes, mais qui peuvent se rejoindre sur les questions d'éducation. Alors, à la fois la manière dont on peut associer les citoyens et puis aussi peut-être plus en amont. Claire, êtes-vous là ? Oui, bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions et merci de prendre mes questions. En fait, j'en ai eu une première très basique en vous écoutant, alors peut-être j'aurais pu me renseigner avant, hein, mais c'était de savoir ces personnes qui ont été tirées au sort, que ce soit à Grenoble ou pour la Convention citoyenne pour le climat, est-ce que, enfin, comment elles ont trouvé le temps pour pouvoir faire tout ça, parce qu'en fait, c'est souvent ce qu'on remarque dans les différents engagements, c'est-à-dire on court après le temps pour faire les choses qui sont à faire en plus de nos activités professionnelles, familiales, etc. Voilà, ça c'était une première question. Et puis l'autre, c'était, je rebondissais sur la question, enfin sur ce que Loïc Blondiot a dit autour de l'école. Et on le voit très bien avec les jeunes que je peux rencontrer ou le milieu scolaire et lycéens, étudiants, que tout ce qui est démocratie dans ces milieux-là est souvent sous-évalué ou des dispositifs qui sont pourtant anciens comme les élections de délégués de classe sont vraiment on va dire, pas considérés par les adultes à la hauteur de ce qui devrait être. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas que des citoyens, enfin, des enfants, des jeunes qui ont vécu ça pendant toute leur scolarité, arrivent avec une faible, on va dire, capacité
à s'investir pour certains. Alors, c'est toujours, bon, c'est des généralités. Mais voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, à la suite, il y a beaucoup de questions. Alors, on va essayer de les contenir assez courtes. Jean-Philippe Picard, je pense, avait une question également sur la participation. Alors, Jean-Philippe, voilà. Oui, effectivement. La question, elle est très simple. D'un côté, il y a des élus qui ont été élus par des citoyens, même si effectivement on constate une abstention démesurée, et bien que compréhensible de mon point de vue. Concernant les assemblées délibératives de citoyens, je m'interroge sur leur représentativité et sur une réelle représentation sociologique. Comment cela peut-il se faire tout en préservant l'intérêt de cette représentation liée à un tirage au sort? C'est assez intéressant, mais en même temps, comment peut-on s'assurer d'une juste ou que l'on tende vers une meilleure représentation citoyenne? Merci beaucoup. Et Laura Morosini avait une question également, peut-être plutôt la deuxième, parce que celle sur la publicité, je pense qu'Éric Piolle y a déjà répondu. Laura, est-ce que tu es là? Oui, pardon. Bonjour. Ma question concernait le rapport au climat à Grenoble. Je me demandais si la ville avait trouvé un mode de dialogue avec le mouvement climat qui est maintenant assez fort, mais plutôt un mouvement de rue, alors que les plans climat-énergie territoriaux ont une partie très technocratique et en interne d'une ville. Du coup, est-ce que vous arrivez à dialoguer et est-ce que vous êtes satisfait? Vous parliez de la frustration. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli dans ce domaine-là? Merci. Donc, peut-être, je ne sais pas qui veut commencer sur les trois questions, l'abstention, la question… Je veux bien. Moi, je veux bien. Puis allez-y. Allez, j'y vais. Il y a eu deux questions donc, sur les citoyens tirés au sort, qui sont deux questions importantes et deux questions centrales. Comment ont-ils pu trouver du temps? Oui, c'est bien le problème aujourd'hui. La disponibilité temporelle des citoyens, voire même la disponibilité mentale des citoyens, elle est rendue, elle est limitée par les contraintes, la fragmentation de son emploi du temps, de leur emploi du temps. Et c'est ce qui a justifié très tôt, sous la Révolution française, par exemple, Sieyès disait dès lors qu'il n'y a pas d'esclaves dans une nation moderne, il faut qu'un petit nombre se consacre aux affaires publiques parce que les autres ont toute autre chose à faire. Donc il faut reconstituer, recréer cette possibilité de s'investir dans les affaires de la cité. Alors nous avons essayé de le faire. Comment? C'est-à-dire que les réunions avaient lieu le week-end, les citoyens étaient indemnisés, évidemment. Ceux qui devaient travailler le week-end habituellement avaient une sorte d'indemnisation supplémentaire pour pouvoir ne pas travailler pendant le week-end. Et donc l'indemnisation, elle était calquée sur une indemnisation forfaitaire et journalière sur celle des jurés d'assises. Les jurés d'assises ont été évoqués. Ils répondent à la même logique. Oui, il faut penser ça. Alors,
Dans l'idéal, il faudrait un changement de société, c'est-à-dire que, à mon avis, la question de la participation massive, elle n'est pas détachable de la question de la possibilité d'un revenu citoyen universel qui permettrait de dégager du temps. Elle n'est pas détachable d'un changement aussi de nos modes de vie, hein, et d'une réduction du temps de travail. Alors, comme ça, pour l'anecdote, c'est plus qu'une anecdote, c'est la seule mesure sur laquelle les citoyens se sont vraiment affrontés de manière forte, c'est la proposition de réduire la semaine de travail à 28 heures. Et cette mesure n'a pas passé les différentes étapes, elle a été écartée très tôt, mais on peut imaginer une réflexion conjointe sur le changement de la démocratie et le changement des modes de vie. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais et là en l'occurrence, une partie de ces citoyens, pas tous, ont trouvé le temps aussi de travailler. Alors il y a un des citoyens de la Convention qui vient de publier un livre aujourd'hui, donc j'y ai jeté un coup d'œil. Et effectivement, il montre tout le processus d'implication, d'investissement qui s'est joué, et il montre que lui, qui n'y était pas du tout préparé, qui n'était pas du tout intéressé par les questions d'environnement, en est venu à ce que ça remplisse son cerveau et ses jours pendant toute la période de discussion. Sur la représentativité, autre question. Alors là, il ne faut pas jouer, me semble-t-il, avec la représentativité. Dès lors qu'on donne, non pas des pouvoirs directs de décision, mais pas des prérogatives, mais que l'on confie des missions importantes à ces citoyens tirés au sort, il est impératif que ce critère de représentativité soit vraiment étudié et respecté. Pour nous, l'étude de nombreux dispositifs de démocratie participative nous avait montré qu'il y a une variable qui est souvent oubliée et pourtant décisive, qui est la variable du niveau d'éducation. En fait, la démocratie participative, comme la démocratie représentative, c'est en général une démocratie de diplômés, de gens qui effectivement n'hésitent pas à prendre la parole en public. Et nous voulions qu'il y ait des non-diplômés. Et ce critère, nous avons refusé de transiger avec la société de sondage. Donc, nous avions dans notre panel de citoyens presque autant, on n'a pas réussi à remplir vraiment ce critère, mais presque autant de non-diplômés, c'est-à-dire de gens qui n'ont même pas qui n'ont pas le bac, qui n'ont pas de BEP, qui n'ont pas de CAP, que dans la population, soit un quart de la population générale. Et pour moi, c'est extrêmement précieux, parce que ces citoyens-là, nous n'avions aucune chance de les entendre, me semble-t-il, dans un autre contexte, et là, ils ont été mis en situation de contribuer à la discussion. Sur l'éducation, c'est mon combat, même si je sais que c'est un combat qui est peut-être un peu perdu d'avance aujourd'hui, c'est que la formation à la citoyenneté, elle ne passe pas par des cours d'instruction civique, elle passe par ce que vous avez dit, c'est-à-dire par la pratique de la démocratie scolaire, l'élection, mais elle passe aussi par une toute autre forme de pédagogie qui insiste plus sur l'oral, l'expression orale, grand déficit en France, hein, nous privilégions l'écrit, qui insiste sur le travail de groupe, hein, plutôt que sur l'individualisation, qui pratique une autre conception de la notation, hein, et surtout qui n'a pas pour finalité de passer des concours hyper sélectifs où on ne se concentre que sur les programmes, on ne raisonne pas en termes de projets, d'épanouissement, etc. En fait, on a absolument tout faux. Et plus ça va, et plus on accentue les défauts de cette école, puisque avec les réformes là, de nos ministres qui insistent sur la performance, le développement des capacités, sur la compétitivité de chacun dans une logique qui est néolibérale, hein, en plus avec l'aide des sciences, des neurosciences, pour moi, c'est vraiment absolument n'importe quoi. Donc, l'apprentissage des émotions et des compétences démocratiques à l'école, pour moi, c'est le plus important. Oui, ben là, je rejoins tout à fait Loïc, parce que moi, c'est vraiment mon cheval de bataille aussi. Je pense que l'éducation, c'est un enjeu majeur dans différents niveaux. Effectivement, sur
ce contact avec ses émotions, sur la communication non violente, sur beaucoup de choses qui peuvent se jouer dans l'éducation dès le primaire. Et c'est un peu désespérant finalement qu'on continue à vouloir rentrer, on a l'impression des connaissances à l'entonnoir comme un gavage d'oie, plutôt que de se dire qu'on éveille, qu'on développe la curiosité, etc. Et pourtant, il se passe plein, il y a énormément d'énergie, d'attente, d'initiatives que je vois moi un peu partout. Et donc, ce qui manque, c'est vraiment une ligne pour que toutes ces énergies puissent se mettre en œuvre, se dévoiler, et pour qu'on avance là-dessus de façon majeure. Donc aujourd'hui, on veut plus un ministère de l'Éducation nationale qui est un carcan qui est plutôt qui brise un peu les initiatives dans ce domaine-là, ou qui les contraint, ou qui les freine, alors qu'il y a une vraie aspiration un peu partout. Je ne sais pas quoi dire tellement d'autres, d'abord parce que j'ai oublié un petit peu les questions. Il y avait la question sur le lien avec les mouvements climat. Le lien avec les mouvements climat, ce qui est intéressant, je trouve, dans ces mouvements climat, c'est qu'ils ne sous-traitent plus aux politiques la politique. Et du coup, il y a vraiment un espace de travail, un espace d'échange. Et typiquement, je crois que était mentionné dans la question des plans air, énergie, climat territoriaux. Les mouvements climat se sont intéressés à cela, et donc ils ne sont plus. Je me rappelle qu'après la COP de Copenhague, c'était en 2009 de mémoire, ce qui tournait, c'était juste au moment de mon engagement politique, moi ce qui tournait, c'était que finalement, la seule solution pour sortir de la crise, c'était le gouvernement mondial. Donc on voyait bien que tout était intriqué, la prise de conscience était faite, mais on voyait que tout était intriqué et qu'il fallait un gouvernement mondial. On vit depuis quelques années un retournement de cela, qui est de dire finalement, nous n'attendons pas un gouvernement mondial. D'abord, que plus personne n'y croit vraiment, et puis ce n'est pas les années Trump qui nous ont renforcés dans cette idée-là. Finalement, dans le pouvoir de décision des politiques, on le voit bien là, puisqu'on a obtenu hier une victoire forte avec la décision du tribunal administratif sur l'action de notre affaire, l'affaire du siècle, je veux dire. Et nous, avec Grande Sainte, Paris, Grenoble, également devant le Conseil d'État cet automne. Donc, on est plutôt en train de dire que les citoyens ou les collectivités vont devant la justice pour forcer l'État à agir, et c'est déjà ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Mais de façon générale, il n'y a plus de sous-traitance de la politique aux partis politiques. Et ça, on le voit également avec des initiatives comme Plus Jamais Ça, donc c'est une alliance d'ONG et de syndicats. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut retrouver une logique pour reprendre les termes d'un chercheur grenoblois dont j'apprécie la pensée, de complice du changement. C'est-à-dire que pour avancer dans la situation dans laquelle nous sommes, il est clair que la lumière ne va pas venir d'en haut, ni la décision, et de toute façon, l'État s'est tellement dépoilé qu'il n'est plus en capacité, quand bien même il aurait le cap, il n'est plus en capacité de mettre en œuvre. Et donc, c'est une logique de complice du changement où on va avoir chacun à sa place, qui trouve une articulation pour faire bouger les choses. Et donc ça me semble très important. Peut-être un dernier mot sur les citoyens qui trouvent le temps. La dimension, ce qui est intéressant dans la Convention citoyenne climat, et ce qu'on revit, nous, ce qu'on a vécu dans la fin du mandat à Grenoble, c'est que l'engagement avec un horizon de temps délimité est beaucoup moins étouffant pour des citoyens. Nous, on a lancé en 2014 des conseils citoyens indépendants, avec des mandats de 2 ans, des personnes tirées au sort, etc. Mais on leur a adjoint, on avait une commission d'évaluation de ce dispositif qui avait été créée à partir d'assises citoyennes et dans la coproduction, une commission extra-municipale faite de moitié d'élus, moitié de citoyens. Mais finalement, on y a adjoint au bout de 4 ans des ateliers de projet, donc qui sont également pour moitié, enfin sur 30 personnes, il y en a 17 tirés au sort,
et puis après 6 représentants du nom de quartier, et puis 6 représentants des conseils citoyens indépendants, et puis un du conseil des résidents étrangers, qui vivent, eux, une expérience temporelle. C'est-à-dire qu'ils vont se saisir d'un sujet pendant 4 mois en étant là aussi un peu formés. Et donc, on a lancé ça en 2018 de mémoire. Et ça marche très bien parce que les gens sont mobilisés pour voilà, un format qu'ils connaissent déjà. Et donc, ce n'est pas un engagement qui est emprisonnant pour la suite, où on se demande comment on va sortir ou comment on va durer. Et donc ça me semble un format qui finalement a été aussi celui de la Convention citoyenne climat. La durée permet de se dire que voilà, c'est intéressant, on y consacre du temps. Et ce temps de citoyen, en fait, c'est un temps qu'on retrouve partout. C'est-à-dire que l'engagement associatif, militant, etc., c'est extrêmement fort. Ah oui, la question c'était est-ce que je suis content de ce qu'on a fait sur le climat? Je le vois passer là dans les questions. Oui et non. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a posé des maillons extrêmement forts. Par exemple, notre entreprise locale de production et distribution de gaz et d'électricité, GEG, nous avons lancé un plan d'investissement majeur, puisqu'on a la chance de ne pas être avec EDF et donc d'avoir un outil dont nous sommes actionnaires majoritaires. On a lancé un plan d'investissement majeur il y a 4 ans. Pour que la production d'énergie renouvelable soit l'équivalent de la consommation électrique des Grenobloises et des Grenoblois. Donc en 2022, on utilisera l'équivalent, parce que évidemment les électrons ne sont pas forcément les mêmes, mais on utilisera une énergie qui est ni fossile ni nucléaire, donc 100% verte à Grenoble. Donc voilà, ça c'est des éléments majeurs. Sur la pollution de l'air, on a été vraiment précurseurs. Nous avons signé un accord territorial à l'automne 2016 de gestion des pics de pollution territoriale avec l'ensemble des acteurs. C'est arrivé juste avant le grave épisode de pollution de décembre 2016, au moment où étaient lancées les vignettes critères. Et au printemps 2017, Grenoble représentait à lui tout seul les 2/3 des vignettes critères de France. Donc, on a su être précurseur à des moments, mais on se rend bien compte dans nos schémas structurants, comme le PCAET, qu'on n'est pas encore sur la bonne courbe. C'est-à-dire que là, on a on a l'avantage d'avoir commencé à mettre en action, donc on ne fait pas de la planification en disant qu'on va démarrer plus tard, mais on commence tout de suite. Mais par contre, nos textes ne sont pas encore sur la bonne courbe. Donc on les a montés en niveau et on sait qu'il faudra qu'on revienne dessus pour remonter la barre une deuxième fois, que cela soit sur la consommation foncière ou sur le degré d'ambition des émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, on vient d'ailleurs de voter cet automne au Conseil métropolitain de monter notre objectif de réduction de gaz à effet de serre de 50 à 65% pour le court terme. Et donc là, on est engagé dans un processus pour voir comment mettre en œuvre ce scénario de rupture. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On arrive au terme de cette conférence. Je suis désolée parce qu'il y avait vraiment beaucoup de questions. Ça va susciter beaucoup de frustration. Il faudra revenir. Et c'est dommage parce qu'il y avait plein de questions intéressantes. Ouais, tout était intéressant. Donc, on espère avoir l'occasion de creuser. Peut-être, si vous voulez dire un mot de conclusion en 1 minute chacun, ou vous avez le droit de décliner. Loïc, je vois vous décliner. Ou pas. Non, je voudrais peut-être répondre à une des questions qui m'ont été posées sur est-ce que ce type de gouvernement, ce type de dispositif fait peur au gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle soit à l'avenir verrouillée? Oui, je pense que oui. C'est-à-dire que ce que va expérimenter ce pouvoir, c'est que en termes d'image, le fait d'afficher la démocratie, ça peut lui être profitable, et ça lui a été, qu'on pense avec le grand débat, mais qui ne pourra pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas non plus s'asseoir totalement sur ces dispositifs au risque de paraître complètement incohérent. Donc oui, je pense que j'ai des craintes sur le fait qu'il y aura une voilure moins grande pour les expériences prochaines. Voilà. Je répondais à une question précise, ce n'est pas du tout une conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Éric Piolle, est-ce que vous voulez saisir ce petit mot de conclusion? Oui, peut-être ça me fait écho
le résultat futur de la Convention citoyenne climat, quelque chose que j'ai conceptualisé au début de mon engagement politique sur un triptyque qui est freiner, édulcorer, récupérer. Et donc, ce triptyque freiner, édulcorer, récupérer, on le voit à l'œuvre un peu partout. Et donc là, tout le défi de la Convention citoyenne climat, c'est comment, on a vu les freins déjà, on voit comment ils vident certaines propositions comme l'interdiction des vols intérieurs pour des solutions de moins de 2 heures et non pas de moins de 4h30, des malus sur les voitures, mais plus de 1,8 tonne et pas plus de 1,4 tonne, donc ça enlève les 20 modèles de SUV les plus vendus, etc. Donc, édulcorer. Et puis récupérer, on le voit avec le référendum sur l'article 1er de la Constitution. Et donc, ce triptyque-là, il est toujours dangereux. Et on en avait parlé avec Cyril Dion au moment avant qu'il propose au président de la République cette Convention citoyenne climat. C'est qu'un des risques, c'est que finalement, le cynisme politique réussisse à détourner l'objet et à continuer. Donc, on est vraiment dans une course où le rouleau compresseur néolibéral continue d'avancer et il faut trouver où mettre le grain de sable, comme pour reprendre les termes d'Edgar Morin, mettre le grain de sable dans l'engrenage pour faire un futur différent de ce qu'on a prévu de faire. Ce qui donne quand même de la force, en tout cas dans l'engagement politique, qui est l'exercice de la frustration, c'est que ça génère quand même voilà, un événement, une dimension de boule de neige qui est intéressante et qui peut porter. Donc, on parlait tout à l'heure de l'abstention, c'est vrai pour l'immense majorité de la France et ça a été vrai à Grenoble aussi, mais à Grenoble, on n'a pas perdu 19 points de participation par rapport à la dernière fois, on a perdu 10 points, on a perdu moitié moins. Et comme notre score a progressé de 29 à 47%, en pratique à Grenoble, on a quand même gagné 30% des voix. On a fait 30% de voix de plus en 2020 qu'en 2014. Là où, même à Paris, par exemple, vous prenez, ils ont perdu 30% des voix, nous on a gagné 30% des voix. Et plus gagné des villes autour. Donc on se dit quand même qu'il y a un effet boule de neige où l'exercice du pouvoir ne vient pas cabosser, même si on prend des coups, évidemment, ne vient pas cabosser cette espérance fragile, mais vient plutôt l'entretenir, aussi parce qu'on n'est pas dans une position d'homme ou femme providentiel qui aurait toutes les clés. On reste dans cette configuration de casser les murs entre les citoyens et les élus et se dire comment on fait ensemble, la puissance publique évidemment assumant sa part, mais étant entendu qu'il faut un triptyque puissance publique, collectif, organisé et individu pour que ça fonctionne. Les 3 niveaux doivent marcher et c'est ça, je crois, qui est intéressant et riche dans la période, c'est que nous pouvons trouver des schémas d'action, chacun à notre niveau et chacun selon notre degré de mise en mouvement. On a chacun un espace pour ne pas être spectateur, comme je disais peut-être au début de mon intervention. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir clôturé cette session. Et je trouve que voilà, il y a des choses qui viennent aussi faire écho à ce qu'on a entendu tout au long de cette semaine. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire, notamment inspiré par Laudato aussi, qu'on ne fera pas l'écologie sans le social et inversement. Mais en fait, Monsieur Blondiau, vous venez aussi nous dire qu'on ne fera pas non plus l'écologie et le social sans la démocratie et qu'il y a un vrai travail à faire en ce sens. Et puis, l'objectif de cette session, c'était de voir aussi comment mobiliser des ressources face à la crise. Et on a beaucoup cette idée de l'imaginaire, du récit qui est revenu. Et j'entends, Éric Piolle, que vous nous invitez aussi à conjuguer ces imaginaires à ce qu'ils soient multiples et pas uniques. Nous avons été vraiment très heureux de voir que nous étions jusqu'à 300 personnes connectées certains soirs de cette semaine. Et alors, évidemment, on aurait préféré faire ça dans l'amphithéâtre du Centre Sèvres. Mais pour autant, on regrette la convivialité et la chaleur, mais on se réjouit que ça permette peut-être à certaines et à certains d'entre vous de nous avoir rejoints pour la première fois et de découvrir les propositions du CERAS et de la revue Projet. Et donc, pour approfondir ces réflexions, j'en profite, c'est la page de publicité, mais elle est bénéfique, celle-là. Voilà. On peut lire le dossier de la revue Projet Impuissant face aux crises. Le lien vous est envoyé dans le fil de discussion. Merci également à toutes celles et à tous ceux qui nous ont soutenus financièrement pour la tenue de cette session qui a été ouverte avec un prix, une participation consciente. Et vous le savez, l'annulation de la session en présentiel a un impact financier assez important pour le CERAS. Et donc, vous pouvez toujours soutenir nos activités. Le lien est également dans le fil de conversation.
Et enfin, merci à l'ensemble de l'équipe qui a organisé la session et à Martin qui a modéré le fil de discussion ce soir. Et pour finir, je crois que Marcel Raymond, qui est directeur du CERAS, avait un dernier mot à nous dire. Merci encore à Loïc Blondiot et Eric Piolle. Merci beaucoup. Oui, merci Clémence. Je voulais simplement remercier, comme tu viens de le faire, tous les participants. C'était très difficile pour nous de pouvoir faire cette session en distanciel, surtout que c'est un peu des sauts, alors qu'on avait prévu tout un cheminement. Je pense que face aux crises, la première chose à faire, c'est de tenir. Et je vois que c'est difficile même de tenir en Zoom parce que on fatigue, les yeux fatiguent, puis l'attention disparaît. Je voudrais simplement rappeler le chemin qu'on a essayé de parcourir, qui était de partir du voir, juger, agir, mais donc voir les crises, de savoir que la question qui nous traverse beaucoup, c'est celle de l'espérance, mais aussi de l'effondrement, est-ce que tout est en train de changer autour de nous. On est rentré dans les territoires, on a été vraiment comme on le pouvait. D'habitude, lors des sessions présentielles, on va faire des visites. Et donc ici, on a réfléchi plus que faire des visites, mais on a eu des acteurs du territoire. Et là, on est en train de proposer de vraiment s'engager. Et donc, la ténacité dans l'engagement, ce sera sûrement le thème de la prochaine session. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine en espérant que ce sera sans masque et que ce seront avec beaucoup, beaucoup de câlins et d'embrassades. Merci beaucoup et bonne soirée et très bien. À très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Et Au revoir. Au revoir. Merci. 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 Au revoir. Ouais. Merci. Merci.